avec une entrée, un plat de résistance, et puis un dessert, vin compris, café compris. Il y a le Wi-Fi gratuit partout, dans tous les gîtes. Donc il y a un standard. Et ça, les étrangers apprécient beaucoup. Hein. Parce que quand on se trouve, il y avait beaucoup de Coréens à l'époque où j'y étais, il y avait beaucoup d'Américains, etc. Eux, ils ont leur tablette et ils veulent communiquer avec leur famille. Donc ils arrivent, il y a un mot de passe, ils le mettent, ils sont branchés. Voilà. Donc il y a des standards, et ces standards-là, il faut peut-être les développer et les faire connaître. Merci Laurent, une réaction? Là-dessus, par rapport à la notion de charte, et on tourne un petit peu autour, nous ce qu'on a tendance à voir dans des réseaux, c'est des chartes qui deviennent la somme des fantasmes des uns et des autres. Et quand on fait des chartes qui deviennent ça, ça devient absolument ingérable. Donc l'enjeu, c'est de travailler sur nous ce qu'on appelle les plus petits dénominateurs communs. Et là, tu t'aperçois que ça se discute. Et là, c'est un vrai moment de discussion. Alors, c'est quoi le minimum du minimum qui fait que quand on vient chez nous, oui, on le retrouve quels que soient les endroits. Donc quelles sont les plus petites choses qui nous rassemblent. Et ça permet de faire des choses légères, pas très compliquées à mettre en œuvre. Et puis, si jamais il y en a un qui ne le partage pas, c'est-à-dire que c'est pas dans le plus petit dénominateur. À minima, commençons par là. Alors, monsieur, on va vous donner le micro. Et puis après, il va bien falloir qu'on pense à clôture, parce que l'heure tourne. Toujours Alain Lagrave, pour Stevenson. Le tourisme est quand même fortement limité par le pouvoir d'achat. Donc, on est parti sur le point de vue que, comme vous l'avez noté en introduction, on a besoin des petits et des gros. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on voudrait qu'il y ait le maximum d'accueil diversifié en prix, c'est-à-dire que ça aille du camping, et après gîte d'étape, après chambre d'hôte, après hôtel 2 ou 3 étoiles, qu'à chaque étape, le touriste ait le choix, selon son budget ou selon son envie, parce qu'il y en a qui bivouaquent par exemple. Donc, si on veut développer le tourisme ou le chemin, il faut que les randonneurs aient le choix de leur hébergement. Donc, je comprends bien qu'il faut de la standardisation. C'est vrai que le Wi-Fi, on y a pensé, on n'a pas trouvé de solution pour l'instant. Mais par contre, on a des hébergeurs qui ne veulent pas entendre parler le Wi-Fi, disent... parce que chez eux, il n'y a pas Wi-Fi, il n'y a pas Internet, ils sont dans une autre démarche, ils ont le droit aussi, donc il faut qu'il y ait de la variété. Et ça, c'est un atout de Stevenson, qui est de la variété, qu'on ait le choix. Voilà. Donc attention à la standardisation d'office. Merci. Est-ce que venir s'égarer sur le chemin de Stevenson, c'est pas aussi découvrir qu'on peut survivre sans le Wi-Fi un soir? C'est peut-être ça la grande découverte. Tout à fait, il y en a qui le font en bivouac, comme l'a fait Stevenson à l'époque avec son âme quand il a dormi dehors, bien sûr. Marie, vous vouliez réagir? Je vais juste apporter un commentaire par rapport encore à un autre itinéraire culturel du Conseil de l'Europe qui a ouvert donc un grand chemin de randonnée entre la France et la Hongrie. Donc c'est l'itinéraire de Saint-Martin-de-Tours. Et donc ils ont envoyé des randonneurs à l'aventure, puisqu'il n'y avait pas de chemin tout tracé, il fallait relier les différentes villes où Saint-Martin avait vécu. Et donc ça a permis de prendre conscience de deux choses. De une, il serait très compliqué sur 4 pays différents, enfin 5 même, donc France, Italie, Slovénie, Croatie, Hongrie, d'avoir accès au Wi-Fi tout le temps, dans les hébergements. Déjà parce que de une, il n'y a pas des hébergements partout. En Slovénie, il y a des périodes de 60-70 km où c'est des grandes plaines, il n'y a pas d'hébergement. Par contre, ils se sont rendus compte aussi, puisque donc ils ont dû faire la géolocalisation, qu'ils pouvaient atteindre de l'extérieur. Donc en étant dans la randonnée, en fait, plutôt que d'attendre d'être chez soi, dans l'hébergement, ils communiquaient pendant qu'ils randonnaient. Et l'autre effet que ça pouvait avoir, c'était, donc je reviens du coup à l'expérience des randonneurs, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils randonnaient, ils identifiaient le chemin tout seuls. Parce que ils étaient sur Facebook, à ce moment-là, ils mettaient une photo. Bon, l'air de rien, on sait tous quand même comment ça marche. La photo, vu qu'elle va être localisée, elle va être récupérée par Google. Et finalement, au fur et à mesure, on va voir le chemin apparaître sur Google Maps sans avoir fait
la démarche de faire quoi que ce soit, on a juste mis des photos. Hein. On a pris des photos, on a dit je suis là, coucou, tout va bien, et le chemin se dessine tout seul. Et donc, cette démarche de Wi-Fi, c'est pas forcément d'un plus petit dénominateur commun à avoir, par exemple, pour les hébergements. Mais c'est vrai que la démarche qui consiste à se dire, bon, comment, c'est tout, c'est dans l'air du temps, les gens peuvent rester connectés, peut-être pas le soir quand ils sont dans leur lit, mais à un moment donné, il y a un endroit où la connexion se fait, et hop, je peux dire que je suis là et que tout va bien. C'est quand même relativement important. Puisqu'il y a donc là, ils ont fait l'expérience de 70 km, donc 2 voire 3 jours où on ne sait pas où les gens sont, s'ils vont bien, parce que les chemins ne sont pas sécurisés, etc. Ça peut devenir très compliqué très rapidement. Donc voilà, c'était juste pour parler de cette expérience-là. Merci. Alors, pour terminer, moi j'aimerais bien qu'on revienne sur une des préoccupations que Christian a évoquées en ouverture, c'est comment on passe la main, comment on fait que dans un réseau, ceux qui l'ont constitué puissent à un moment transmettre le flambeau et pour autant être assurés du fait que le réseau continue et qu'il se développe. Et du coup, j'aimerais bien avoir vos réactions aux uns et aux autres, compte tenu encore une fois, de vos expériences très diverses. Qu'est-ce que vous voudriez répondre à Christian pour donner des pistes aux adhérents de ce réseau-là, puis bien sûr de tous, puisque je pense que c'est une question qui est assez transversale à chacun d'entre nous. Donc Muriel, voilà. Je crois que quand on a commencé à travailler sur la page Facebook, vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas le public d'aujourd'hui. C'était un peu ça, moi, le cahier des charges sur lequel on a travaillé quand on a imaginé la page Facebook scénarisée. C'était à la fois les clients de demain et les acteurs de demain. Alors, on peut pas revenir et refaire marche arrière. Ce serait à retravailler, moi je dirais, il aurait fallu mobiliser les jeunes, les enfants, les collèges. Ça veut dire que quand on a lancé cette page Facebook, on aurait dû... moi j'ai bêtement pensé que les 150 membres allaient démultiplier l'information. Ça s'est pas fait, on a été une quinzaine à jouer le jeu, donc évidemment ça ne s'est pas démultiplié. Moi je vois avec mes filles qui ont 17 et 13 ans, en les faisant regarder la page, je me suis dit bah oui, évidemment c'est comme ça qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu qu'il y ait appropriation par ceux qui passent leur vie sur les réseaux sociaux. Donc je pense que si vraiment il y a ce souci de transmission, faut aussi qu'on commence à préparer demain par les outils de communication, et même si ils sont nombreux à penser aujourd'hui que l'opération Facebook a été un échec, moi je ne suis pas totalement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait rebondir parce que le contenu de cette page Facebook il est très intéressant. On a en français et en anglais la vie de Stevenson qui est traduite en post. Et il me semble qu'aujourd'hui, de la même façon qu'il y a des BD, il y a des livres, on a un outil Facebook qu'on pourrait utiliser, pourquoi pas dans les écoles, pourquoi pas dans les collèges, pourquoi pas dans les lycées, qu'en tout cas, il faut qu'on s'en préoccupe. Merci. Qui veut prendre la parole? Marie? Alors oui, la transmission, c'est une grande question auquel en fait, on y réfléchit souvent et on n'a pas de réponse, si ce n'est que en fait, quand on va arrêter, il y a probablement personne qui reprendra. Il faut appeler un chat. La Via Regia, c'est un truc qui a été porté par une personne au départ qui a eu une grande idée et qui l'a porté. Voilà, il a 75 ans, il a la retraite. La génération suivante a pris, et puis derrière nous, pour l'instant, c'est pas trop. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en effet, ça passe par une sensibilisation des jeunes. Et au sein de notre réseau, on s'est rendu compte, donc c'était le projet jeunesse de tout à l'heure, c'est qu'il faut aller au-delà. La correspondance des outils avec ce qu'on fait, en l'occurrence les outils numériques, c'est vraiment pas suffisant. Ça passe par la rencontre des gens. Il y a un moment donné, on ne peut pas s'en sortir, on est des réseaux européens. Il faut que les jeunes Allemands découvrent les jeunes Polonais, qui découvrent les jeunes Français, qui découvrent les jeunes Ukrainiens, pour que déjà de base, ils se disent « Ah bah oui, on peut le faire, on peut travailler ensemble ». Bien avant même de considérer qu'ils vont être amis sur Facebook et échanger sur Facebook, il faut au moins qu'il y ait cette démarche-là, sinon ils restent dans leur ville, dans leur région ou dans leur pays, il n'y a pas ce transfrontalier qui s'instaure et qui peut-être un jour pourra permettre qu'ils vont prendre le relais. Et après, il y a je dirais, c'est quasiment de la pédagogie de comment, de la même manière qu'on essaye d'expliquer ce que c'est que la Via Regia
à des randonneurs, où on essaye d'expliquer au musée, et ben, il y a une sensibilisation particulière à avoir pour les enfants. C'est plusieurs collègues dans différentes villes qui créent des visites guidées pour enfants. Ben, voilà, des petits outils qui, dès le départ, quand ils sont tout petits, vont les emmener dans des visites théâtralisées, en fait, expliquer ce que c'est que la Via Regia, leur mettre dans l'oreille que, par exemple, s'ils sont à Erfurt en Allemagne, bah, cette route, elle emmène jusque Cracovie, et que Cracovie, c'est en Pologne, et que bah, de l'autre côté, elle emmène jusque Paris, et que Paris, c'est en France. On leur montre une petite carte. On implante des petites graines qu'on laisse, on verra bien, il n'est pas encore trop tôt pour voir ce que ça donnera dans 10 ans, puisque c'est encore des enfants. On intervient aussi dans les collèges et les lycées. Alors là, c'est des formations qu'on fait sur l'identité européenne, enfin, l'histoire européenne, où en fait on a choisi des grands personnages féminins, puisque c'est un peu plus original que les grands personnages masculins, qui ont voyagé. Donc des femmes du XIe siècle, du VIe siècle et du XVIIIe siècle ont fait ces grandes traversées européennes. Donc il y a une identification plus forte du coup qui permet qu'ils se souviennent après, qu'ils se rendent compte que voilà, ces échanges-là, c'est pas nouveau, parce que ça aussi, c'est une grande route. On a l'impression qu'on est beaucoup plus mobile aujourd'hui qu'on a pu l'être avant. Or non. Et l'accélération technologique qui considère à dire, voilà, on a une voie de communication qui est extrêmement rapide. Avant, elle était peut-être moins rapide, la voie de communication, parce qu'il fallait marcher, il fallait y aller à cheval, même en voiture. Mais l'échange a toujours existé. Et on pense que c'est par ce biais-là qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir, parce que c'est long, qu'à force, on espère en tout cas, c'est un peu une partie de notre utopie, des plus jeunes vont pouvoir s'emparer de cette utopie et après l'adapter aussi à leurs conditions de vie, leurs conditions de rêve, qui sont peut-être plus forcément les nôtres, vu que c'est une nouvelle génération qui s'empare de l'idée. Voilà. Merci. Hélène, peut-être une piste pour faire baisser la pression à nouveau? Alors, donc, moi, c'est des choses assez générales que je vais dire parce que je ne connais pas le réseau Stevenson, donc c'est pas un diagnostic du tout. Dans ce que j'ai pu remarquer sur les problèmes de transmission, une des premières barrières que je remarque, c'est une équipe ou 2-3 personnes qui sont très investies, qui font un boulot énorme, et tellement énorme que personne ne veut reprendre la place parce que c'est juste trop énorme. Et donc, préparer la succession, c'est aussi préparer, je vous l'ai dit tout à l'heure, des petites tâches qui peuvent être faites par d'autres personnes et qui vont rendre le travail de ces gens-là, qui sont vraiment proactifs, plutôt un rôle de coordination de choses qui se passent, plutôt que de locomotives très puissantes et qui demandent un temps et une application folle. Et la deuxième chose, le diagnostic que Jean-Marc, vous avez parlé de ce forum des associations où j'étais allée, ce que disaient aussi les gens, donc qui ne trouvaient pas de bénévoles, et parce qu'en fait les gens qui parlaient, c'était des gens qui avaient fondé l'association, qui avaient pris un plaisir fou à créer à partir de leur idée quelque chose qui marchait, et ensuite ils cherchaient des personnes qui allaient se mettre exactement dans les cases de l'organisation que eux avaient construit et eux avaient pris du plaisir à construire. Et donc une des deuxièmes pistes sans doute, c'est un réseau, c'est un assemblage de personnes, de ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils sont là. Et donc, c'est pas de proposer qui veut faire exactement comme nous, on a pensé que c'était bien de faire, mais commencer à imposer du changement, comment vous verriez les choses, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est le faire comme nous, on pense que ça soit bien. Donc, c'est de la place. C'est pour ça que je précisais, je connais pas tout le réseau, donc je sais pas si il n'y a aucune critique ni rien, je sais pas comment fonctionner, mais voilà, c'est en deux grandes pistes, en tout cas de problèmes que j'ai pu remarquer. Merci, je pense que ça pourra faire l'objet d'apéro. André Mallet. Je pourrais rajouter quelque chose. Quand on parle de réseau, je voudrais revenir aux fondamentaux de la création des réseaux, de l'initiation des réseaux. Il y a peut-être quelque chose sur lequel on n'a pas assez insisté ce matin, c'est l'aspect territorial. Quand on est sur un territoire limité, ce qui est le cas de Stevenson, il faut cultiver d'abord l'endogène, c'est-à-dire avant de commencer à penser à l'exogène, à l'extérieur de ce territoire, il faut déjà bien travailler sur la proximité des acteurs. Et ça me paraît fondamental. Avant de vouloir exporter, il faut construire un produit. Et cette notion-là est très importante. D'abord, essayer de bien comprendre tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose à Stevenson. Il y en a, que ce soit autour de la gastronomie, que ce soit autour de la culture, que ce soit autour
des aménités, c'est-à-dire de tout ce qui concerne la biodiversité des paysages, du parc national, etc., des parcs régionaux qui sont traversés par le... Donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce territoire, et à mon avis, c'est là qu'il faut commencer à travailler. Et quand vous aurez construit quelque chose avec ces acteurs, à ce moment-là, vous allez voir que ça va prendre tout de suite de l'ampleur, vous pourrez parler de choses importantes à l'extérieur, et vous allez attirer du monde. Donc la proximité du territoire. Dans le territoire. Merci. Laurent ? Il y a des gens qui sont importants pour démarrer des réseaux, on les appelle les dictateurs bienveillants, parce qu'à un moment ils vont imposer des choses, mais bienveillants, parce que l'idée c'est que le pouvoir à un moment soit transmis et qu'on puisse être en attention par rapport aux besoins des membres. Et après, quand on a des réseaux qui sont plus matures, on voit assez fréquemment ce qu'on appelle nous les créateurs fossoyeurs. Donc des personnes qui ont créé la structure, qui effectivement l'ont porté vraiment l'ont fait monter en puissance, et ont monté en puissance en même temps que la structure montait en puissance. Et donc il y a une espèce de couple infernal qui fait que si jamais la personne casse sa pipe, le réseau se casse la figure, et si le réseau se casse la figure, la personne se casse la figure. Donc c'est comment à un moment on va se débrouiller pour dissocier la personne du projet. Et donc là, en tout cas, petit 1 est vigilant à ça. Donc du coup c'est un moment aussi un peu moins faire, donc je rejoins tout à fait ce que disait Hélène. Si on fait moins, on s'aperçoit que des proactifs, c'est des rôles, c'est pas toi qui es proactif. Donc si je suis un peu moins proactif, des fois on voit des proactifs qui commencent à arriver. Et puis après, il y a quand on a des projets qui sont un peu, et là on est sur des dates anniversaires, donc c'est du coup, profitons de ça. Quand on a créé ce réseau, on l'a créé à une certaine époque. La raison d'être du réseau à cette époque-là n'est peut-être pas du tout la même raison d'être aujourd'hui. Et donc ça vaut le coup à un moment de reposer la question sincèrement en disant bon, on a fait plein de choses, regardez c'est génial, donc on acte ce qu'on a fait, donc ça faut le documenter pour pouvoir le transmettre, je reviens sur l'idée du bien commun. Et ensuite c'est, d'après vous, ce serait quoi la raison d'être du réseau au XXIe siècle? Et peut-être que les questions sont différentes, du coup les propositions sont différentes. Et si sincèrement cette question on la remet au milieu, on la remet en partage, eh bien on va peut-être avoir des personnes qui vont donner des idées. Et là peut-être que, alors complètement le côté endogène, mais peut-être que si jamais on arrive à toper quelques personnes qui sont venues se balader en disant d'après vous, qu'est-ce que vous attendriez vous du réseau, vous qui êtes passé peut-être juste 2 jours sur ce sentier, peut-être qu'il y a des gens qui ont des idées qui seraient fortement intéressantes. Donc à un moment reposer la question sur à quoi ça sert de faire réseau, je pense que ça peut valoir le coup de le faire et de dire justement c'est ça, partager une question, du coup les réponses on va les élaborer ensemble, donc à un moment on passe aussi un peu potentiellement le relais. Merci. Alors, on va passer le micro à Christian, non pas pour qu'il se donne lui-même des idées, mais il est 16h30, c'est l'heure qu'on avait annoncée pour la clôture de cette journée, et le mot de clôture vous revient. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée, de ces échanges et de l'apport de chacun des intervenants, mais aussi de la salle qui a largement contribué à ces discussions? Oui, d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Laurent sur le créateur fossoyeur. C'est quelque chose que je connais bien, et je dirais même plus. Ça consiste à, quand on est surinvesti dans une association, dans une tâche, dans un réseau, à finir par détester les autres parce que vous n'êtes pas suffisamment. Mais évidemment, on prend toute la place. Mais après, c'est disparaître et faire que ça se casse la figure pour montrer à quel point on était investi et à quel point